C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité.
En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre ? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter. De l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur ? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas ? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant. Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi ? Ou
Est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui. Apparemment, il y avait de l'eau sur Mars, et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 4 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de G0. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenu dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les 2 roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes.
De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces 2 carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac G0. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022, Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à G0 dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens! Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente 2 avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre,
De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages.
Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein ? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus ? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant,
Les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère, mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où ils pourraient être protégés par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise. Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil.
Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère, et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais. Moi non plus, je ne suis pas emballé. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait ? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-Terres ont été détectés grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire. Depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent.
à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile haute est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. Toi 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. Mars est la cousine spatiale de la Terre.
4e planète de notre système solaire, elle fait environ la moitié de la taille de notre boule bleue. Elle possède également 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. Phobos est un personnage dramatique qui se rapproche de Mars et prévoit un atterrissage en catastrophe dans une 50aine de millions d'années. Deimos est beaucoup plus calme et se tient à bonne distance de Mars. Mars a été surnommée la planète rouge, en raison de sa surface rouge rouille. Cette couleur était si vive qu'elle fut repérée par les astronomes il y a de nombreuses années. On peut même parfois la voir à l'œil nu dans le ciel, sous la forme d'un petit point écarlate. Cette planète a peut-être des allures chaleureuses, mais en réalité, c'est un désert très froid. Les températures peuvent y descendre jusqu'à 153 degrés Celsius. Mais n'a-t-elle jamais été qu'un désert rouillé? En fait, non. Les scientifiques pensent qu'il y a bien longtemps, cette planète était peut-être semblable à la nôtre. Voici Curiosity, le rover détective du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les scientifiques veulent à coup savoir sur le climat, le paysage et les autres caractéristiques de la planète. Curiosity est un robot de la taille d'une voiture. Il pèse environ 900 kg. Il a entamé son voyage le 26 novembre 2011 et il a réussi à se poser sur Mars le 6 août 2012. À l'origine, la mission de Curiosity devait durer 2 ans, mais elle se poursuit encore aujourd'hui. Curiosity est en fait un laboratoire spatial sur roues. Il est équipé de caméras, de spectromètres, de détecteurs de radiation et de capteurs pour étudier l'environnement martien. En se déplaçant, Curiosity rembobine l'histoire de Mars. Au cours de sa mission, notre rover a découvert quelque chose d'incroyable. Des traces de lacs et de rivières datant d'une époque lointaine. L'endroit préféré de Curiosity pour s'amuser est le cratère Gale. Il s'agit d'une oasis martienne préhistorique où l'on pense qu'il y avait jadis de l'eau. Il y a une énorme montagne au milieu, le mont Sharp. Cet endroit est plus haut que 10 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Il contient des couches de roches qui renferment tout un tas de secrets. Récemment, les scientifiques ont repéré quelque chose de formidable en étudiant les données de Curiosity. Des fissures de boue. Qu'y a-t-il de si surprenant? Il ne s'agit pas de n'importe quelle fissure. Ce sont des messages du passé. Elles signifient que le sol martien s'humidifiait puis s'asséchait alternativement. Lors des phases de séchage, la boue du sol se rétrécissait et se fissurait, créant ces jonctions en forme de T. Il semblerait d'ailleurs que le sol martien ait connu plusieurs cycles d'humidité et de sécheresse. Cela se serait produit jusqu'à 10 fois. Ainsi, les jonctions ont pris la forme de fissures en forme de I. Lorsqu'un groupe de fissures en forme de I s'assemble, elles forment un motif super cool, quelque chose comme un patchwork d'hexagones. On dirait des nids d'abeilles ou la peau d'un dragon. Chacun de ces hexagones a la taille d'un bonbon. Des cycles similaires se sont produits sur Terre, et ils sont liés à l'apparition de la vie. Lorsque l'eau s'assèche, elle laisse derrière elle des substances concentrées qui sont propices aux réactions chimiques. Et ces réactions pourraient être celles qui donnent le coup d'envoi biologique. Ces hexagones existent depuis très longtemps, des milliards d'années. Cela signifie que Mars a déjà eu un climat semblable à celui de la Terre, et peut-être même de la vie. En fait, la planète rouge présente même des traces d'eau à l'heure actuelle, sous la forme de glace cachée au pôle. Mars possède un pôle nord et un pôle sud qui, comme sur Terre, sont des calottes glaciaires. Imaginez la calotte nord comme une grande crêpe glacée d'environ 1000 km de large. La calotte sud est un peu plus petite, environ 350 km de large. Mais sa couche de glace est plus épaisse, un peu comme une boule de neige dotée d'une solide enveloppe. Lorsque c'est l'hiver au pôle, la nuit est incroyablement longue. Il n'y a aucune lumière, et l'obscurité est glaciale. Pendant ces périodes, environ 30% de l'air se transforme en CO2 gelé, de la glace carbonique, comme celle que l'on voit souvent dans les films d'horreur. Mais lorsque la lumière du soleil vient réveiller les pôles, cette glace sèche se transforme à nouveau en gaz. Tous ces cycles de gel et de dégel produisent des nuages et du givre, comme sur Terre. Une fois, un rover nommé Opportunity a même surpris des nuages de glace d'eau. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Mars était autrefois prospère comme la Terre. La vie a besoin de plus que de simples cycles d'humidité et de sécheresse pour apparaître. Elle a besoin d'une atmosphère adéquate et d'autres ingrédients spécifiques. Nous ne sommes pas sûrs que Mars disposait de tous ces éléments. Et même si c'était le cas, rien ne permet d'affirmer que la vie s'y est réellement développée. Mais cela soulève une autre question très importante. Mars a-t-elle un jour abrité de minuscules créatures vivantes?
Curiosity n'est pas le seul robot à tenter de répondre à cette question. Il y a aussi un rover appelé Perseverance. Il tente de trouver des indices sur la vie martienne. Il creuse dans un ancien cratère martien, autrefois rempli d'eau. Et, tel un archéologue de l'espace, Perseverance recherche des traces fossilisées d'anciennes créatures. Et le plus drôle, c'est que certains scientifiques pensent que nous avons découvert ce qu'il y avait à découvrir il y a près d'un demi-siècle. Mais que malheureusement, nous avons accidentellement détruit ce que nous avions trouvé. Cela s'est produit avant même que Curiosity ne commence à rouler sur Mars. Dans les années 80, 2 atterrisseurs de la NASA, Viking 1 et Viking 2, ont fait une halte sur la planète rouge. Ces atterrisseurs ont pris un selfie. Puis ils ont également fait des expériences bizarres sur le sol martien. Tout cela dans le but de trouver des signes de vie. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une substance organique étrange appelée perchlorate. Il s'agit d'un composé que l'on utilise dans les feux d'artifice ou le carburant des fusées. Mais la plupart des résultats ne semblaient pas très prometteurs. Ils ont même mélangé de la terre avec de l'eau et des nutriments, espérant que s'il y avait des microbes martiens, ils se nourriraient de ces substances et produiraient des gaz radioactifs. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Voici maintenant le problème. Certains scientifiques pensent que l'eau ajoutée à l'époque a peut-être détruit ces petites créatures martiennes. Les pauvres microbes qui traînaient là ont soudain été aspergés d'un liquide bizarre. Une telle situation ne serait pas très agréable pour les microbes terrestres. Ils vivent à l'intérieur de roches et absorbent l'eau présente dans l'air. Verser de l'eau sur eux serait un véritable désastre. Alors, bien sûr, leur donner des nutriments après ça ne servirait à rien. Si vous avez survécu de justesse à un déluge, vous n'êtes probablement pas d'humeur à festoyer. Les cellules de ces hypothétiques créatures martiennes contiennent peut-être du peroxyde d'hydrogène, qui leur permettrait de survivre dans un environnement extrême. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer les résultats des expériences. Les instruments ont chauffé les échantillons. Donc, s'il y avait du peroxyde d'hydrogène, il aurait explosé, éliminant les petites bêtes et détruisant instantanément leur environnement. Imaginez à quel point ce serait ridicule s'il s'avérait que nous avons accidentellement détruit les seuls signes de vie sur Mars. Idéalement, nous aurions besoin d'une nouvelle mission sur Mars pour tester cette théorie. Espérons qu'elle ne soit pas confirmée. Quoi qu'il en soit, le voyage n'est pas terminé. D'autres missions sont prévues pour Mars, et l'homme pourrait même un jour visiter cette planète. La prochaine mission est le Mars Sample Return. Il s'agit d'un projet collaboratif super cool entre la NASA et l'ESA. Elle s'associe pour ramener des souvenirs de Mars, collectés par le fidèle rover Mars Perseverance de la NASA. Il y aura tout un tas de vaisseaux spatiaux. Ils travailleront ensemble pour ramener ces précieux échantillons martiens. Les échantillons devraient arriver sur Terre au début ou au milieu des années 2030. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nos missions martiennes sont une sorte d'échauffement pour une aventure encore plus grande. L'exploration des lunes glacées de Saturne et de Jupiter. Ces lunes cachent des océans sous leur surface, et qui sait quels secrets ils recèlent. Mais qu'il s'agisse de Mars, de lunes glacées ou d'autres choses, notre quête de vie extraterrestre se poursuit. En outre, nous commençons lentement à trouver de plus en plus de matériaux organiques sur Mars. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons enfin des microbes dans notre système solaire. Espérons-le et restons à l'écoute. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu.
En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient rien de clair et net. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie.
Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Ah, des vacances bien méritées enfin. Cette fois, tu vas voir quelque chose de nouveau. Un océan sur l'une des lunes d'Uranus. Bon, je plaisante. Cette destination n'est pas encore prête pour les vacances. Mais il y a quand même des océans impressionnants là-bas. Ne me dis pas que tu pensais que les océans n'existent que sur Terre. Avant de plonger dans les océans des lunes d'Uranus, parlons d'abord d'Uranus elle-même. La 7e planète à partir du Soleil est le caillou le plus cool du système solaire. Elle possède 27 lunes et 4 d'entre elles pourraient théoriquement abriter des océans. C'est quand même pas mal, tu ne trouves pas? Et toutes ces lunes sont comme des mini-copies d'Uranus. Elles s'inclinent selon le même angle que leur planète mère, à 98 degrés pour être exact. Et Uranus est unique. Elle tourne autour du Soleil penchée sur le côté. Son équateur est donc presque à angle droit par rapport à son orbite. Quelle rebelle! Mais pourquoi Uranus est-elle ainsi? Certains astronomes pensent qu'elle s'est fait renverser lors d'une collision avec une autre planète. Et cet impact pourrait bien avoir créé toutes ces lunes. Un détail amusant, ces satellites ont des noms assez particuliers. Au lieu de personnages mythiques, la plupart portent des noms issus de l'œuvre de Shakespeare. Qui a besoin de Zeus quand on a Juliette et Dédémone? Découvrir ces lunes n'est pas chose facile. Elles sont très sombres et situées à des milliards de kilomètres du Soleil. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'ici, l'aiguille est vraiment minuscule. Ces 27 lunes se répartissent en 3 groupes. 13 lunes intérieures, 5 majeures et 9 irrégulières. Les irrégulières sont des rebelles aux orbites rétrogrades, tandis que les autres sont progrades et suivent le mouvement d'Uranus. Les grandes lunes sont Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Elles se trouvent toutes sur le plan équatorial d'Uranus et sont assez grosses pour être rondes. Elles ont des cratères, des canyons et des falaises. Elles se sont formées à la suite d'un impact gigantesque qui a fait basculer Uranus sur son axe. C'est pourquoi elles sont toutes inclinées. Et à cause de cette inclinaison, elles ont des saisons complètement folles, tout comme Uranus.
Nous n'avons pas encore trouvé toutes les lunes de cette planète. Les petites lunes irrégulières sont rusées et difficiles à détecter. Peut-être y en a-t-il beaucoup d'autres. Mais voilà, ce qui est vraiment génial, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de quoi sont faites ces lunes, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de roches et de glace. Miranda est la plus glacée, tandis que les lunes intérieures sont probablement poussiéreuses. Et celles qui se trouvent au-delà de l'orbite d'Oberon, ce sont sans doute des astéroïdes soit rocheux, soit glacés, soit autre chose. Mais ce qui distingue vraiment les lunes d'Uranus, c'est qu'elles sont toutes inclinées comme la planète. C'est fou! Leur exploration pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les mondes océaniques se forment et restent actifs. Titania est la plus grosse lune d'Uranus, mais elle fait moins de la moitié de notre lune à nous, avec un diamètre d'environ 1600 km. C'est aussi la 8e lune la plus lourde de tout le système solaire. Elle a été baptisée en l'honneur de la reine des fées du songe d'une nuit d'été. Titania est grise et présente des taches brillantes que les scientifiques pensent être du givre. Elle est composée d'un mélange de glace et de roches, comme toutes les autres lunes proches d'Uranus. Oberon est la 2e plus grande lune d'Uranus, nommée d'après le roi des fées dans la pièce de Shakespeare. Elle fait presque la même taille que Titania, et est également composée de glace et de roches. Mais la surface d'Oberon est beaucoup plus cratérisée que celle des autres satellites. Umbriel et Ariel sont les 3e et 4e plus grandes lunes d'Uranus, avec des diamètres respectifs de 1168 et 1156 km. Umbriel porte le nom d'un mauvais esprit, et c'est la plus sombre des grandes lunes d'Uranus. Elle ne reflète que 16% de la lumière qui la touche. Les scientifiques maintenant ne savent toujours pas pourquoi elle est si sombre, mais ils pensent dans l'atome fond que l'anneau brillant qui borde son cratère pourrait être dû à des dépôts de givre. Ariel est la plus lumineuse des grandes lunes d'Uranus. Elle réfléchit plus d'un tiers de la lumière du soleil. Elle doit son nom à un personnage d'un poème de Pope et d'une pièce de Shakespeare. Ariel a l'air d'être la plus jeune des lunes, car elle ne présente que quelques petits cratères, dus à des collisions récentes. Miranda est la plus petite de toutes ces grandes lunes, avec un diamètre d'environ 470 km. La NASA affirme qu'elle serait composée de morceaux provenant de différents corps, comme un monstre de Frankenstein. Elle présente 3 grandes coronets, ou couronnes, uniques en leur genre. Elles sont légèrement cratérisées, avec des crêtes et des vallées, et sont séparées des parties plus anciennes et plus cratérisées par de nettes frontières. On y trouve également des canyons géants, près de 12 fois plus profonds que notre Grand Canyon. Les scientifiques ignorent pourquoi Miranda présente de telles caractéristiques, mais selon une théorie, elle aurait subi une grande collision, et se serait ensuite recomposée comme ça. Toutes ces grosses lunes sont verrouillées par rapport à Uranus, tout comme la lune terrestre. Uranus possède des caractéristiques très intéressantes, mais c'est son système d'anneaux qui est vraiment cool. Et sache que toutes les lunes contribuent à la formation de ces anneaux. Uranus possède 13 lunes intérieures et 13 anneaux peu visibles, mais tous reliés entre eux comme une grande famille cosmique. Cordelia et Ophélie sont en quelque sorte les gardiennes de l'anneau le plus externe, Epsilon. Ces 2 lunes bergères tiennent toutes ces particules en place. Et Cordelia est la plus proche de la surface d'Uranus. Mais le plus important, c'est qu'il y a au moins 8 autres petits satellites dans cette zone. C'est plutôt bondé. La NASA se demande encore comment ils ne s'écrasent pas tous les uns contre les autres. Les lunes intérieures sont composées à moitié de glace et à moitié de roche, mais nous ne savons pas grand-chose des lunes extérieures. La NASA pense qu'il pourrait s'agir d'astéroïdes capturés par l'attraction gravitationnelle d'Uranus. Quoi qu'il en soit, la planète et ses lunes sont assurément hors du commun. Apparemment, ces satellites pourraient abriter des océans salés sous leur surface gelée. Les plus éloignés d'Uranus, Titania et Oberon, pourraient même avoir des océans d'une profondeur de 48 km. C'est plus profond que la fosse des Mariannes. Les océans d'Ariel et d'Umbriel pourraient faire près de 30 km de profondeur. La NASA s'est servie d'un programme de modélisation informatique et des données de la sonde Voyager 2, lancée en 1977 pour comprendre la composition et la structure de ces lunes. On a alors découvert que Titania était suffisamment grande pour conserver sa chaleur interne et empêcher son océan de geler. Mais attention, les autres lunes ont peut-être elles aussi des océans chauds. Les chercheurs ont découvert des sources potentielles de chaleur dans leurs manteaux rocheux. Il pourrait en jaillir un liquide chaud qui maintiendrait la température des océans. Et ces océans pourraient même être suffisamment chauds pour abriter la vie. L'étude a également révélé que des chlorures et de l'ammoniac abondent probablement dans ces mers lunaires.
L'ammoniac est comme un antigel et les sels présents dans l'eau pourraient également contribuer à maintenir des températures élevées. Mais est-ce vraiment suffisant pour que ces lunes pourtant glacées contiennent de l'eau liquide propice à la vie cellulaire? Tout repose évidemment sur un mélange équilibré de toutes les substances présentes et sur la position du satellite par rapport à sa planète mère et au Soleil. Et si ces lunes possèdent réellement des océans, cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres mondes océaniques dans notre système solaire et même au-delà. Vraiment fantastique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ces océans sont très salés. Environ 150 grammes de sel par litre d'eau. Ce n'est peut-être pas plus salé que le grand lac salé de l'Utah, mais tout de même. Quant à la 5e plus grosse lune d'Uranus, Miranda, elle a peut-être eu un océan à un moment donné, mais nous pensons qu'il a rapidement fini par geler. Quoi qu'il en soit, la NASA envisage d'envoyer une mission sur Uranus pour en savoir plus sur cette géante de glace et sur ses lunes. Cette mission s'appelle Uranus Orbiter and Probe, UOP. Une très bonne idée, à mon avis. Alors, oui, théoriquement, il pourrait y avoir jusqu'à 5 océans, mais il nous reste encore pas mal de choses à découvrir.